Je sais pas si je t'ai serré la main, je crois que je t'ai serré la main. Bon, alors 2 fois c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Alors, tu peux m'aider à mettre mon gilet, please? Ouais, bien sûr. De rien. Alors oui, Oui. alors aujourd'hui je voudrais te parler d'une chanson qui me tient très à cœur et qui tient très à cœur à beaucoup de gens en France, c'est la chanson de Pierre Bachelet, Les Corons. Parce que mon papa était du Pas-de-Calais. Et moi j'ai été élevé pendant 1 an par une sœur de ma grand-mère qui était mineur de fond. Voilà. Et voilà, donc je connais bien le Pas-de-Calais, le pays minier. Et cette chanson de Pierre Bachelet, elle est bouleversante pour moi, hein, parce que c'était les mineurs de fond, c'était une vie très dure, hein, très dure, et avec souvent la silicose qui les attendait un jour ou l'autre, hein, cette maladie terrible du mineur de fond. Donc, tu connais la chanson de Pierre Bachelet, hein. Ouais, Au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Alors les corons, c'était les maisons de mineurs, hein, qui appartenaient aux houillères, hein, aux houillères de France. C'était des maisons de mineurs. Les mineurs de fond, c'était très rudimentaire. C'était des maisons en briques rouges, hein, qui se ressemblaient toutes. Hein, on aurait dit des sœurs jumelles avec un étage. T'en avais parfois les unes en face des autres. Alors c'était la vie en collectivité là-dedans, hein. Tout le monde se connaissait, les enfants jouaient ensemble. On savait qui tapait qui buvait. Ça buvait beaucoup à cette époque-là, dans ce milieu-là, mais ça buvait beaucoup dans toute la France, à vrai dire, les milieux. Voilà. Donc les corons, c'était les maisons en briques rouges à un étage qui appartenaient aux houillères, tout près des mines de charbon où vivaient beaucoup de familles de mineurs de fond. Hein. Tu avais aussi des mineurs qui habitaient dans leur propre maison, hein, mais il y avait les corons. Voilà. Donc, dans les corons, les maisons de corons, souvent, d'après mon souvenir, il y a un peu de bruit. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de bruit de partout là. Attends, s'éloigner un peu parce qu'on n'entend plus. Ouais, peut-être en se mettant en queue, ouais. Voilà. Donc, dans les maisons de corons, d'après mon souvenir, devant la maison, il y avait souvent un balai avec une serpillière, ouais, parce que les mineurs ramenaient de la poussière, hein, de la poussière de charbon de la mine. Hein. Il y avait à l'époque, ça paraît incroyable maintenant, dans la pièce à vivre, tu avais une grande cuisinière avec du charbon, qui marchait au charbon. Voilà. Et il y avait souvent du café, toute la journée, qui bouillait sur cette grande cuisinière dans la pièce à vivre. Parce que souvent dans les familles, tu avais plusieurs mineurs de fond, avec plusieurs services différents, hein. Ça rentrait, ça sortait, donc il fallait qu'il y ait tout le temps du café qui bouillait sur la grande cuisinière dans la pièce à vivre. Hein. Cette cuisinière qu'il fallait recharger tout le temps avec du charbon. Voilà. Et je me souviens, d'après mon souvenir, dans ces maisons de mineurs, souvent tu avais une pièce où on n'entrait jamais. Une pièce qui était réservée pour les grands événements, les baptêmes, les mariages, avec de la vaisselle en porcelaine, de la vaisselle qui avait été offerte en service lors du mariage des gens en question. Voilà. Alors derrière les corons, derrière les maisons de corons, ou d'ailleurs les maisons de mineurs, tu avais souvent à l'époque un jardin, un potager. Tu avais aussi de la volaille, un poulailler avec des poules. Les poules, ça bouffe de tout. Hein. Des lapins qui reproduisent très facilement, mais qui attrapent facilement la maladie. Et il y avait surtout avant, ça a beaucoup disparu, les pigeonniers. Les mineurs de fond avaient au fond de leur jardin un pigeonnier. Voilà, ils faisaient des concours de pigeons. Voilà, c'était des beaux pigeons qui étaient avec un beau plumage. C'était pas les pigeons de Paris qui sont dégueulasses avec plein de bactéries. Hein. C'était des beaux pigeons. Ils avaient tous un nom. Le mineur de fond leur avait tous donné un nom. Ils reconnaissaient chaque pigeon, c'est incroyable. Et il y avait des concours de pigeons. Le samedi, ils confiaient leurs pigeons à une société de colombophiles. Et ils étaient relâchés à 300, 400, 500 km de là. Et le lendemain, le dimanche, il y avait des prix à gagner suivant quel pigeon arrivait en premier. Hein. Parce que le pigeon est un animal, il a un radar dans le cerveau. Hein. C'est-à-dire tu peux le relâcher à 400, 500, 1000 km, il reviendra toujours dans son pigeonnier, dans son coin où il est né. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était... Il y avait aussi des mineurs de fond qui avaient des chiens, certains pour la chasse, des épagnols bretons, ou des chiens, c'était souvent des ratiers, des bâtards depuis maintes générations. C'était pas des chiens de race comme maintenant, à 800 ou 1000 euros, hein, mais c'était des chiens aimants, très aimants.
très fidèles. Voilà. Et tu avais les villages. Moi, dans le village de mon père, dans le Pas-de-Calais, parce que dans la famille de mon père, tu avais beaucoup de mineurs de fond. Dans le village de mon père, c'est à Burbure, dans le Pas-de-Calais, à côté de Lillers, pas très loin de Béthune. Tu avais énormément de bistrots à l'époque. Beaucoup ont disparu, il en reste quelques-uns. Tu avais énormément de bistrots avec une vie sociale à l'intérieur. Moi, dans les années 60, 70, moi, je ne rentrais pas dans ces bistrots. Je pense qu'on devait beaucoup jouer aux fléchettes, aux jeux de cartes. Je pense que ça devait être au rami, à la belote, à la manie, voilà. Beaucoup de bistrots avec une vie sociale, voilà. Et puis évidemment, tu avais les houillères, enfin les mines de charbon. Hein. Alors, il faut savoir que c'était un monde très difficile. Il y a eu énormément de luttes sociales au 19e, au 20e siècle. Les mines de charbon sont nées avec la révolution industrielle. Et en gros, elles ont disparu dans les années 70. La dernière, je crois, a fermé en 1990 dans le nord de la France. Elles ont fermé parce qu'elles étaient plus rentables, hein, parce qu'il fallait creuser de plus en plus profond. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que c'est vrai que j'avais vu un reportage, enfin disons un truc sur l'INA où il parlait des fermetures des mines de charbon. Mais est-ce qu'elles étaient vraiment si peu rentables que ça? Bah oui, parce qu'il fallait creuser de plus en plus profond pour trouver du charbon. En plus, tu avais des mines de charbon dans d'autres pays qui étaient beaucoup plus rentables. Ça coûtait beaucoup moins cher d'extraire du charbon dans d'autres pays que la France. Hein. Et puis surtout, tu as eu des nouvelles sources d'énergie qui sont apparues, comme le gaz. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà, j'ai un trou de mémoire. L'uranium? Non, il va quand même revenir. Il y a d'autres sources, le pétrole évidemment, le gaz et le pétrole, d'autres sources d'énergie, beaucoup moins polluantes et beaucoup moins, comment dirais-je, qui provoquaient beaucoup moins de morts, si tu veux, que la mine de charbon. Parce que la vie dans la mine de charbon, c'était terrible. Alors, tu avais les mineurs de fond qui étaient exposés à deux dangers hein, dans les mines de charbon. D'abord, à la silicose, c'était la maladie qui tuait énormément de mineurs. C'était une maladie irrémédiable. Hein. Ils pouvaient retarder l'échéance, mais malheureusement, ils mouraient de cette maladie-là. Alors, la silicose, c'est l'inhalation de poussière de silice qu'il y a dans le charbon. Et ça infecte les poumons. Et voilà. Est-ce que ça provoque un cancer, la silicose? Oui, c'était une sorte de cancer du poumon, du mineur de fond. Hein. À force d'inhaler de la poussière de silice dans le charbon, ça a infecté complètement le poumon. Et il y avait un deuxième danger pour les mineurs de fond, c'était les fameux coups de grisou. Des coups de grisou qui ont tué des dizaines et des centaines de personnes, des explosions, des coups de grisou. Alors le grisou, c'est un gaz naturel qui se trouve dans la roche. On ne le sent pas, on ne le voit pas. Il est transparent, il est inodore, il est invisible. Alors, ce grisou, mélangé à une certaine concentration avec l'oxygène, il peut provoquer des explosions dans les mines de charbon. C'est ce qui se produisait. Voilà. C'était un métier extrêmement dangereux. Hein. Voilà. Il y a eu des luttes sociales très dures. Hein. Au 19e siècle, il y a eu de nombreuses lois pour limiter le travail des enfants. Le travail des enfants. Parce qu'au 19e siècle, il y avait des enfants qui travaillaient dans les mines. Il y a eu différentes lois qui ont été promulguées qui, dans un premier temps, diminuaient le nombre d'heures de travail des enfants. Alors évidemment, les enfants dans les mines, on ne leur donnait pas les travaux les plus difficiles. On leur faisait pousser les chariots, mais enfin, c'était des enfants. Et puis, malheureusement, ces lois sortaient aux parents de ces enfants. Parce qu'il y avait besoin d'argent. Le peuple était très pauvre, ces gens-là étaient très pauvres, ils avaient besoin du salaire de leurs enfants pour pouvoir vivre. Donc, ces lois, pour réduire, pour supprimer le travail des enfants de la mine, se sont heurtées au comportement des parents. Mais c'est surtout la Troisième République avec l'école obligatoire qui a fait que les enfants n'ont plus travaillé à la mine. Voilà. Et tout au long du 19e et 20e siècle, il y a eu des luttes sociales très dures pour obtenir des droits. Hein, voilà. Alors, d'après ce que j'ai marqué, en gros, dans les années 1880, création des syndicats, création de caisses de secours et de retraite. Et en 1945-46, reconnaissance de la silicose comme maladie professionnelle, statut du mineur avec logement gratuit, retraite à 55 ans, congé payé, sécurité sociale du mineur et médecine du travail. Et nationalisation des mines en 45-46, il fallait redresser le pays après la guerre et la destruction du pays. Voilà, on avait besoin de charbon. C'était la principale source d'énergie à l'époque. Hein. Enfin, la médecine du travail, dans ma famille, on m'a raconté, hein, c'était la médecine du travail des patrons. Hein. On m'a raconté qu'il y a des mineurs de fond qui allaient voir le médecin de la médecine du travail, qu'ils avaient la silicose et on leur cachait. Hein. On leur racontait qu'ils avaient une mauvaise grippe. Hein. Ils allaient crever chez eux.
De toute façon, la médecine du travail est financée par l'employeur. Ouais. Donc c'est normal. Et l'employeur, s'il ne s'entend pas bien avec le médecin du travail, ben, il va changer. Quoi. Il va avoir. Bien sûr. Donc c'est un lien de client. Quoi. Il y a du clientélisme là-dedans. Ah oui, c'est payé par les patrons. Alors la cuisine, c'est important la cuisine. Qu'est-ce qu'on mangeait? D'après mon souvenir, c'était une cuisine paysanne traditionnelle. Parce qu'il fallait nourrir les hommes. Soit ils travaillaient à la mine, soit ils travaillaient dans les champs. Parce qu'on ne s'en souvient plus. Mais après-guerre, il y avait énormément d'ouvriers agricoles dans les champs. Maintenant, on ne voit plus personne que des gros engins agricoles. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers agricoles dans les champs. Donc à l'époque, il fallait nourrir les hommes qui travaillaient à la mine ou dans les champs. Donc c'était une cuisine paysanne à base de volaille. On tuait le cochon, je me souviens. On gueulait le cochon comme on disait. Voilà. Et donc, bon, évidemment, là-bas, on mangeait beaucoup de frites, on buvait beaucoup de bière, on était généreux au niveau des apéros. Mais c'était pas une cuisine diététique comme maintenant. C'était une cuisine pour nourrir ces hommes. Voilà. Il fallait nourrir les hommes qui travaillaient durement. Et ils étaient rarement gros, les hommes, à l'époque. Ah non. Non, et puis tu sais, avec la silicose, souvent ils ne faisaient pas de vieux os. Parce qu'en plus, quand il y avait des luttes sociales, qu'il y avait des mouvements de grève, les gouvernements, souvent radicaux socialistes, envoyaient la police pour casser les piquets de grève. Voilà. Donc c'était les pauvres gens, parce que malheureusement, beaucoup mouraient de la silicose. Mais c'était des gens d'une très grande générosité. Moi, j'ai des souvenirs de mineurs de fond dans ma famille. Ils ne possédaient rien du tout, ces gens-là, ou pas grand-chose. Mais ils étaient généreux, ils avaient un cœur gros comme ça. C'était la générosité des gens du Nord. Voilà. Alors évidemment, pour finir, bon, il faudrait des heures pour en parler, mais le patois ch'ti. Parce que moi, quand j'allais voir les gens de ma famille dans le Pas-de-Calais, la famille de mon père, moi, le petit parisien, je ne comprenais rien de ce qu'ils racontaient. Ils avaient un patois ch'ti à tremper dans le mar de café. Je ne comprenais rien. En plus, ils avaient leur propre vocabulaire. Je ne dirais pas pour moi que c'était une langue étrangère, mais c'était vraiment leur propre vocabulaire. Alors, il y a des centaines de mots et d'expressions, mais je vais t'en citer quelques-unes qui m'ont marqué. Je m'en souviens encore à 64 ans. Voilà. Alors, quien. Un quien, c'est un chien. Potchuk, c'est haricot vert, faut le savoir. On te parle de potchuk, c'est haricot vert. Caillel, c'est une chaise. Inochin, mon grand-père, quand j'étais enfant, me disait Inochin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, il s'est appris bien plus tard que ça voulait dire innocent. Ah, il te disait ça à toi? Ouais. Maintenant, tu l'es plus, quoi. Ouais. Alors, ma grand-mère, quand elle était énervée, elle disait brin, ma grand-mère du Nord. Brin, ça veut dire merde. La Ducasse, c'est une fête de village. Chicon, c'est la salade du Nord Pas-de-Calais. C'est l'endive. C'est l'endive, la chicon. C'est une salade qui pousse dans le noir, dans les caves, dans l'obscurité. Très bon. Cru et cuit, c'est très bon. Cru, tu peux la faire la manger avec des betteraves, des noix, du fromage. Et cuit, c'est les endives braisées au jambon. Voilà. Ravise, ça veut dire regarde. Porion, le porion, c'était le contremaître dans la mine de charbon, qui venait souvent du peuple. Il n'était pas aimé, parce qu'il venait souvent du peuple, le porion. Il était à cheval entre les mineurs de fond, la base, et les patrons. Voilà. Alors les expressions, alors là aussi, il faudrait des heures pour en parler, mais quelques-unes. Alors ne pas confondre, t'es bio, mon garçon. Ça veut dire t'es beau, mon garçon, avec tu beau, mon garçon. Ça veut dire tu bois, mon garçon. Moi, je te reconnais plus. C'est ce que me disait ma famille quand j'allais les voir, quand j'étais adolescent, j'arrêtais pas de grandir. Ils me disaient, moi, je te reconnais plus. Féco, ça veut dire fait chaud. Qu'est galaf? Ah, quel gourmand? Galaf, c'est gourmand, goinfre. Ah oui. Un jour, un des beaux-frères à ma grand-mère, un mineur de fond à la retraite, c'était un homme qui n'avait pas de culture générale, pas d'instruction. Il s'est mis à nous raconter une fibroscopie qu'il venait de subir. Mais c'était dit en patois du Nord, il aurait fallu l'enregistrer. Il mettait une loupiote dans le bidon et je m'étoquais. Ça veut dire, en gros, il me mettait une sonde dans l'étophage et je m'étouffais. M'étoquais, ça veut dire je m'étouffais. Voilà. Et puis évidemment, il y a... En foot, il y a Parisien, tête de chien, Parigot, tête de veau. Voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent à la vie des corons, il y a évidemment le roman de Zola, Germinal, extraordinaire roman qui restera pour toujours, Germinal. Il y a la chanson de Pierre Bachelet, Les Corons. Et puis, sur YouTube, il y a des reportages de Lina sur la vie dans les corons dans les années 60. C'est extraordinaire. On croirait on croirait que c'est du Zola, on croirait que c'est au 19e siècle. La mère de famille qui trône autour de sa grande gazinière, qui la recharge avec du charbon. Elle donne à manger à tous ses enfants suivant les différents services, car ils travaillent à la mine
différents horaires. Enfin bon, voilà, c'était toute une époque. Alors qu'est-ce qui m'en reste, moi, 64 ans, moi qui aime le Sud, je pars dans le Var bientôt. Je pars à Ramatuelle, j'adore le Sud, j'adore le Var, j'adore la Provence, j'adore l'Italie, l'Espagne, la Grèce, mais il m'en reste beaucoup du nord de la France, c'est du Pas-de-Calais. Alors, 2 bières à vous conseiller, 2 bières du Pas-de-Calais, la Goudal et la Ch'ti. Goudal, la Ch'ti, 2 bières du Pas-de-Calais. Sinon, il y a 2 bières du Nord qui sont très bonnes, la Lèvre, la Trois-Monts, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'en reste? Il me reste la générosité de ces gens-là, la grande générosité de ces gens-là qu'on ne retrouve plus dans le monde moderne. Voilà. Et puis il me reste que j'aime les frites, j'aime la bière, je fais les crêpes à la bière, j'adore les crêpes à la bière. Et puis voilà. Et puis j'aime les canaris aussi, j'ai eu des canaris, parce que le canari, c'est un oiseau qu'on faisait descendre avec les mineurs de fond, parce qu'il était très sensible au grisou. Dès qu'il sentait une première odeur de grisou, hop, il décédait. Et c'est comme ça, un certain temps, on décelait les coups de grisou, grâce au canari. Voilà, après ils ont mis au point d'autres systèmes comme des lampes spéciales. Voilà. Donc voilà, c'était toute une époque qui est morte maintenant, comme d'autres mots industriels sont morts, mais il restera la chanson de Pierre Bachelet et Germinal de Zola. Il restera au nord, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond. Voilà, c'est un monde qui a disparu, comme d'autres mondes ont disparu avant eux, et comme d'autres mondes vont disparaître après. Et notre monde disparaîtra, et pour une fois, ce sera pas grave. Ouais. Tout ça disparaîtra un jour. Le système capitaliste n'est pas éternel, comme tout ce qui termine par Paris. Dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura d'autres types de fonctionnement de société peut-être. Notre société fonctionnera peut-être complètement différemment de tout ce qui existe aujourd'hui. On n'en sait rien. Et une question, la crêpe à la bière, c'est quoi la recette? Ah ben je l'ai chez moi, si tu veux, je peux te la donner. Là, c'est un mélange, une crêpe normale. Tu mets de la farine, du beurre, de la bière, voilà. Tu mélanges, voilà. Il faut la laisser reposer 2 heures. Ah, la levure de bière fait lever, c'est ça? Ben, je trouve que ça lui donne plus de goût. Une crêpe à la bière a plus de goût qu'une crêpe normale, une crêpe au lait. Ça a beaucoup plus de goût, c'est parfumé. Je trouve que les crêpes à la bière sont parfumées. Elles sont un peu plus lourdes, que les crêpes normales, mais elles sont parfumées. Parfumées à la bière, au houblon. C'est à goûter alors. Bah, si tu veux, je te donnerai la recette. Parce qu'Agnès aime bien faire des crêpes et en manger. Je te donnerai la recette. Ok, ouais, d'accord. Je te donnerai la recette. Quand on fait des crêpes au mois de février, on va faire des crêpes à la bière. Elles sont très bonnes. Merci encore.